Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, bon résultat pour Gatineau en tant que ville verte, distribution gratuite de compost pour les résidents, et on est techno à la commission scolaire au Cœur des Vallées. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition du mardi 22 avril 2014, Jour de la Terre. On débute le bulletin en environnement ce soir. On vous en parlait la semaine dernière, des résultats en matière de compostage et de recyclage pour Gatineau. Eh bien, les résultats obtenus par la Ville lui permettent de se démarquer des autres municipalités québécoises en tant que ville verte. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par TC Média partout en province. 4 thèmes étaient abordés, soit la quantité de déchets enfouis ou incinérés, le nombre d'autos et le nombre de camions par habitant, le nombre d'aires protégées et la qualité de l'air. Justement, pour la qualité de l'air, Gatineau prend le 3e rang, soit très près de Sept-Îles et Québec qui sont ex-aequo en première position. Pour la catégorie des déchets, Gatineau prend le 5e rang alors que c'est la 9e place que la Ville obtient pour les territoires protégés. Pour le nombre de voitures par habitant, Gatineau se classe au 12e rang avec un pourcentage de 55,9 %. Restons dans l'environnement avec une distribution de compost gratuite pour les résidents de Gatineau. Les 3 et 4 mai prochains, il vous sera possible de récupérer du compost, gracieuseté de la Ville, le tout grâce aux matières compostables récupérées en 2013. La Ville prévoit environ aider 2800 personnes qui auront un maximum de 100 litres de compost. Si vous désirez obtenir votre quantité de compost, vous devez vous enregistrer dès aujourd'hui et jusqu'au 1er mai sur le site de la Ville de Gatineau, www.gatineau.ca, avec le mot-clé compost ou encore par téléphone au 819-931-2930. Les résidents du secteur de l'Est pourront récupérer leur commande au 214 chemin de Montréal-Est dans le secteur de Masson-Angers, je vous le rappelle, les 3 et 4 mai prochains. En 2013, c'est 22 000 tonnes métriques de matières compostables qui ont été ramassées et l'objectif pour cette année est de 30 000 tonnes métriques. Des sacs vous seront remis sur place, mais la Ville invite les gens à porter une pelle et une preuve de résidence sera exigée. Univers scolaire maintenant, on vous en a parlé il y a quelques semaines d'un projet de l'école Monseigneur Charbonneau qui impliquait la technologie. Un des étudiants est hospitalisé à Montréal, mais peut tout de même suivre ses cours à distance et discuter avec ses amis. Eh bien, les écoles de la commission scolaire au Cœur des Vallées sont très technologiques. La 4e édition du colloque des technologies de l'information et des communications, le colloque TIC, s'est déroulée dans la cafétéria de l'école secondaire Armidas-Gamelin. Ne prenant que la moitié de l'espace la première année, le colloque explose d'année en année, regroupant de plus en plus de kiosques. Le colloque présente tous les projets technologiques et de la CSCV. On peut écouter M. Sébastien Tremblay, conseiller pédagogique et organisateur. Le rôle des étudiants, c'est de présenter les projets qui sont vécus tout au courant de l'année pour intégrer la pédagogie dans la technologie. Fait qu'on va avoir différents projets en français, en mathématiques, en robotique, en musique, en vidéo. C'est toujours en fonction de prendre ces matières qui sont le français, la mathématique, l'histoire et de prendre la technologie comme une ressource, comme un aide à l'apprentissage pour faciliter l'apprentissage. Les enseignants et les adultes sont certes présents lors du colloque, mais ce sont les élèves qui sont en avant-plan. Ceux-ci ont présenté leur kiosque avec beaucoup de fierté, passant les petits animaux en Lego automatisés à l'école en réseau. Ce colloque permet de découvrir des réalisations, de comprendre l'importance des technologies qui n'étaient pas si présentes il y a quelques années. Mais le colloque permet également de s'amuser. En effet, les étudiants ont fabriqué des robots programmés, des robots informatisés et ont participé à la bataille des robots. Activité qui a fait enivrer l'enthousiasme des élèves présents. On peut écouter à nouveau M. Sébastien Tremblay qui nous assure que l'événement sera de retour l'an prochain. Nous avons 25 kiosques, 65 élèves qui viennent présenter et on est environ autour de 10 écoles ici présentement. C'est certain qu'on dit à l'an prochain. Vous savez, la première année, on commençait tranquillement, nous avions quand même pas mal de monde, les projets commençaient. Plus les années avancent, et on le voit présentement aujourd'hui, la qualité des présentations est vraiment là. Les gens, encore plus nombreux, on adore voir les présentations des élèves. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a la compétition de robotique, là, les jeunes adorent ça. Ça fait vraiment un happening ici présentement aujourd'hui. Mais qui dit technologie ne veut pas dire automatiquement programmation et circuit. À l'école Saint-Michel, un groupe de techniciens en herbe s'occupe des ordinateurs, des imprimantes
et autres gadgets électroniques lorsque ces derniers sont défectueux. On peut écouter Emma Touchette, qui est en 5e année à l'École Saint-Michel, nous expliquer pourquoi elle aime ce type de journée. Ben, je présente l'équipe informatique de mon école, Saint-Michel. On est 6 filles, puis les 6, on répare les ordi de notre école. S'il y a un problème, ben, on essaie de les réparer. Si on n'est pas capable, on va voir un professeur, puis le professeur envoie une requête. Ben, j'aime ça partager ce qu'on fait aux personnes qui viennent nous voir. Ben, j'aime ça comme leur partager qu'est-ce qu'on a fait à notre école pour tout ça. Là. Un peu de culturel maintenant. Émilie vous en a glissé un mot la semaine dernière. La finale régionale pour secondaire en spectacle se tenait les 16 et 17 avril dernier. L'École secondaire Armidas-Gamelin a remporté une multitude de prix. Sébastien Jobin a remporté le premier prix et un laissez-passer pour le rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle grâce à sa propre création en danse. Elle a également remporté le prix de la Fondation Lamy. Ariane Legault, quant à elle, également d'Armidas-Gamelin, a remporté 5 prix, dont celui du vote du public. Félicitations à tous les récipiendaires. La table de concertation des aînés de la Petite Nation et de la Vallée de la Lièvre organise une journée de mobilisation au Centre communautaire de l'Ange Gardien le 7 mai prochain pour le plan d'action 2014-2017. Ce plan vise à améliorer les conditions de vie des aînés. La rencontre est ouverte pour tous les citoyens, organismes, associations et autres personnes ayant le désir de participer à l'amélioration des conditions de vie des aînés. Suite à la diffusion du portrait des aînés de la Petite Nation et la Lièvre présenté en novembre dernier à Tursault, le comité a préparé une ébauche d'un plan d'action où on retrouve moyens et priorités qui seront validés lors de la rencontre du 7 mai prochain. 5 thèmes seront abordés, soit le transport, la sécurité alimentaire, les saines habitudes de vie, l'isolement des personnes âgées et les milieux de vie. Il faut réserver sa place avec Mme Chantal Gervais à l'adresse tcapmvr@hotmail.com ou encore par téléphone au 819-281-4343. Le concours Chapeau les filles s'adresse aux filles qui étudient dans un métier dit réservé pour les hommes, un métier où la parité homme-femme est très peu présente. Les lauréats de ce concours seront présentés vers la fin du mois d'avril. J'aurai l'occasion de vous en reparler. La présidente d'honneur du concours est la conseillère municipale, Mme Louise Boudrian. Mme Boudrian a accepté avec énormément de plaisir cette présidence d'honneur et mentionne que sans avoir fixé d'objectif, si une seule fille décide de se diriger dans ces branches de métier, ce sera mission accomplie. On peut l'écouter. Absolument. Premièrement, c'était un honneur pour moi là, qui me demande si je voulais accepter cette présidence-là. Je pense que c'est un bon moyen de dire aux filles qui aimeraient peut-être accéder à des postes qui habituellement, je dis réservés aux hommes parce que c'est la tendance là, dans ces postes-là de dire que oui, c'est possible de le faire. Alors, je pense que c'est un beau message. C'est le fun de le reconnaître. C'est certains qui m'ont demandé, parce que le poste de conseillère municipale, ce qu'ils me disaient, c'est que traditionnellement, c'est pas là qu'on voit autour du conseil aujourd'hui. On n'a pas la parité autour du conseil. Là. Alors, c'est pour ça qu'ils me l'ont demandé. Et je pense que c'est un beau message qu'on laisse aux filles que s'il y a quelque chose dans la vie que tu veux faire, tu es capable de le faire, c'est ça que tu veux réellement. Aussi même qu'on est capable de donner l'intérêt à une fille qui pense que c'est pas possible, je pense que partie du travail est fait. Ce soir, on vous rediffuse l'entrevue que j'ai réalisée plus tôt ce mois-ci avec la directrice générale du CAVAC, Mme Kathleen Dufour, sur les objectifs de l'organisme. On peut écouter l'entrevue. On est maintenant avec Mme Kathleen Dufour, directrice générale du CAVAC. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pour d'entrée de jeu, qu'est-ce que le CAVAC? C'est un acronyme, mais ça signifie quoi? Oui, écoutez, le CAVAC, donc, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. On offre des services, donc, à toute personne victime d'un acte criminel, ainsi qu'à leurs proches et aux témoins d'un crime. Donc, ça rejoint aussi, dans le fond, tant les femmes que les hommes ou les enfants. Donc, ça, peu importe leur âge. Et c'est important de retenir aussi que nos services sont gratuits et confidentiels. Donc, ce qu'on offre comme service aux personnes victimes, souvent, lorsqu'on est victime d'un acte criminel, on s'isole. On s'isole, effectivement. On peut aussi ne pas savoir vers où se retourner, quelle démarche j'ai à faire. Bien évidemment, subir un acte criminel laisse souvent des conséquences.
que ce soit, bon, physique, si on parle de violence physique, des conséquences psychologiques, des conséquences financières, si par exemple on n'est pas apte à retourner au travail suite à l'événement criminel. Bien, nous, au CAVAC, on est là justement pour évaluer les besoins de la personne et à ce moment-là, diriger la personne vers les services ou les recours qui peuvent l'aider à reprendre une vie normale. C'est le but de notre intervention. Justement, juste pour m'assurer, j'ai bien compris que les téléspectateurs également, il y a plusieurs sortes de violences. C'est pas seulement qu'une dame qui va avoir des coups de son conjoint, on peut parler de comptes bancaires cachés, on peut parler de violences psychologiques, mais également, vous avez soulevé un point, ça n'a pas d'âge. Ça peut être autant des enfants que des adultes. Absolument. Écoutez, au niveau des... il y a autant d'hommes que de femmes qui sont victimes d'actes criminels. Bien sûr, au niveau là, des contextes du crime, là, à ce moment-là, ça peut varier. Par exemple, au CAVAC, nous, on reçoit, je dirais, entre 40 et 50% de notre clientèle, et ce sont des personnes victimes dans un contexte conjugal. Donc, ça veut dire à ce moment-là que l'auteur de l'événement, de l'acte criminel est une personne connue de la personne, ce qui est de la personne victime. Donc, ce qui est à ce moment-là amène quand même, ça demande une intervention très, très délicate, parce que lorsque c'est une personne étrangère, bien sûr, ça amène énormément de conséquences aussi, mais c'est un autre niveau. Mais effectivement, donc, quand je parle 50% en contexte au niveau entre conjoints, mais par la suite, on parle des infractions à caractère sexuel qui touchent évidemment les femmes, les enfants et les hommes aussi. Donc, nous, on va, entre autres choses, intervenir auprès des hommes qui ont été abusés dans leur enfance, qui vivent de nombreuses des conséquences une fois à l'âge adulte. Alors, nous, on est là pour regarder l'impact du crime dans leur vie présente et on accompagne ces personnes-là dans les recours qui sont possibles pour eux. Est-ce que la violence est encore considérée comme un sujet dit tabou? Plusieurs personnes, je suis certaine, ne vont malheureusement pas vers vous pour avoir de l'aide. Non, effectivement. C'est sûr que lorsqu'on fait, par exemple, des campagnes d'information, c'est effectivement difficile de toucher les gens puis qu'ils se rappellent de nous lorsqu'on n'a pas été victime d'actes criminels. Et c'est tout à fait normal. On dit, ah, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de cette information-là. C'est pourquoi on a développé des modes de référence, des façons de rejoindre les gens qui sont victimes d'actes criminels. En 2010, on a développé des programmes de référence policières avec la Sûreté du Québec et le service de police de la ville de Gatineau. Donc, c'est par souvent ce biais-là. Les policiers, au moment de l'intervention policière, vont offrir aux personnes victimes de compléter un formulaire afin que ces personnes-là nous soient référées et qu'on puisse entrer en contact avec eux rapidement après le crime. Parce que nous, on peut offrir de l'aide et de l'intervention, peu importe le moment où l'acte criminel s'est produit. Je parlais tout à l'heure des hommes qui ont subi un abus sexuel dans l'enfance. Donc, il n'y a pas de délai pour avoir recours au service du CAVAC. Cependant, ce qu'on constate, c'est que plus rapidement, les gens bénéficient de services d'aide, bénéficient de bonnes informations, plus rapidement, ils vont reprendre leur cours de vie normale. Donc, parce qu'on est tellement déstabilisé souvent peu de temps après l'événement criminel, peu de temps après l'intervention policière, que d'avoir accès à un point d'ancrage, quelqu'un qui va bien nous informer, puis qui va nous diriger au bon endroit, c'est souvent une clé importante là, afin de reprendre son équilibre. Vous avez même quelque chose de plus positif, si on peut dire, hier, cette année, votre gala pour célébrer vos 25 ans. Oui. D'ailleurs, joyeux anniversaire. Merci. Est-ce que le tout a bien été et l'importance de ce gala? Oui, alors écoutez, oui, on a souligné nos 25 ans d'existence au CAVAC. Le CAVAC a débuté il y a 25 ans avec seulement 2 personnes, 2 employés. Maintenant, le CAVAC Outaouais a 16 personnes qui œuvrent à travers l'ensemble de la région. On a des points de service à Campbell's Bay, à Maniwaki, à la Cour criminelle de Gatineau, au niveau du siège social de l'organisme aussi, où est-ce qu'il y a des services d'intervention un petit peu plus pointus. Et depuis 2011, on offre des services aussi au niveau de la population de la MRC de Papineau. On a un point de service ici. Donc, au lieu que les gens de la MRC de Papineau se déplacent au niveau du Gatineau urbain, on a jugé important qu'ils puissent bénéficier de nos services dans la région ici.
Si je ne me trompe pas, il est sur l'avenue Buckingham, hein, du côté Oui, du Carrefour. c'est ça. On loue des locales au niveau du Carrefour Jeunesse-Emploi et aussi on se déplace au niveau de Saint-André-Avelin. Excellent. Toutes les informations sont disponibles via le site Internet, si je me trompe. Oui, absolument, au www.cavac.qc.ca, onglet Outaouais. En dernier lieu, qu'est-ce que vous aimeriez dire, profiter de la tribune que je vous offre, les gens qui n'oseraient pas aller vers vous, les gens qui seraient gênés? Oui, écoutez, c'est tout à fait normal, justement, d'être tenté de s'isoler quand on est victime d'actes criminels. Ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que n'hésitez pas à nous contacter. Je rappelle, nos services sont gratuits et confidentiels. Ce qu'on fait beaucoup avec les gens aussi, j'ai parlé des programmes de référence policière, mais il y a une grande partie de notre clientèle aussi qui, justement, se demande, est-ce que je porte plainte? Est-ce que je vais dénoncer ce qui m'arrive? Et on entend beaucoup d'informations au niveau des médias, comment déposer une plainte, comment la cour criminelle, c'est pas facile à traverser, tout ça. Nous, on est là justement pour aider les gens à évaluer, est-ce que je porte plainte ou non? Qu'est-ce qui est mieux pour moi, personnellement? Et on leur donne la juste information, ce qui se passe réellement lorsqu'on porte plainte. Qu'est-ce qui va se passer à la cour? Donc, souvent, on va prendre quelques rencontres pour bien évaluer avec la personne la meilleure chose pour elle. Si la personne décide de déposer, de se rendre au poste de police pour déposer une plainte, on va l'accompagner dès ce moment-là et elle va être soutenue tout au long du processus. Donc, je pense que la meilleure chose à dire, ne pas hésiter. C'est important de savoir que si vous nous contactez, il n'y aura aucun jugement. On est là pour bien évaluer avec vous les meilleurs recours, les meilleurs services qui sont disponibles pour vous. Excellent. Merci beaucoup, Mme Dufont. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, pour la chronique communautaire, je rencontre Annie Castonguay de Vallée Jeunesse. Bonjour, Madame Castonguay. Bonjour. Alors, dites-nous premièrement, qu'est-ce que c'est Vallée Jeunesse? Vallée Jeunesse, c'est un organisme communautaire qui donne des services en prévention du décrochage scolaire et du décrochage social. Puis, vous avez des points de service un peu partout dans l'Outaouais. On en a un à Gatineau, un à Hull, un à Maniwaki, puis un ici à Buckingham. Puis, vous me parliez tout à l'heure, ce qui est un peu dommage, ici à Buckingham, vous vivez certaines difficultés. On a malheureusement fermé le volet scolaire ici dû à une non-reconduction de l'entente avec la commission scolaire au cœur des vallées. Mais ça continue un peu partout ailleurs. Puis dites-moi, comment est-ce que ça fonctionne, ce volet-là? C'est dans le fond des jeunes des écoles secondaires qui ne fonctionnent pas. Puis ils viennent passer un séjour de 6 à 12 semaines pour travailler leur comportement pour réintégrer leur école par la suite. Donc le tout dans le but de retourner à l'école, de ne plus décrocher. En effet, là, dans le fond, c'est de travailler les comportements pour retourner dans leur école puis que ça aille mieux. Là. Puis, au-delà de ça, vous m'aviez parlé aussi d'un programme d'hébergement pour les adolescents. Qu'est-ce que c'est l'objectif de ce programme-là? Le programme d'hébergement, ça s'appelle le Belvédère. C'est une ressource d'hébergement pour des jeunes de 16 à 20 ans. C'est une ressource d'hébergement qui est régionale, mais qui est située à Hull. Dans le fond, c'est pour prévenir l'itinérance et surtout développer leur autonomie pour partir en appartement. Puis, comment ça fonctionne? Est-ce que les jeunes doivent payer pour habiter là? Est-ce qu'ils doivent faire des tâches dans le Belvédère? Bien, c'est certain que les jeunes ont un loyer à payer parce que c'est ça, apprendre à partir à vivre en appartement. Pour les jeunes qui vont à l'école, il y a un rabais de 50% sur le loyer parce que c'est sûr qu'on encourage le maintien à l'école. Sinon, ils ont des règlements à suivre, des tâches à faire également. Mais dans le fond, le but, c'est d'être le plus près possible à partir en appartement quand ils quittent. Là. Donc, c'est vraiment un objectif d'intégration sociale, si je peux me permettre. Oui, c'est ça. C'est vraiment d'apprendre, c'est comment on fait des tâches, comment on fait l'épicerie, c'est quoi un bail, c'est quoi faire un budget, garder une job. C'est le genre de choses qu'ils vont apprendre au Belvédère. Puis, à peu près combien de temps est-ce que les jeunes restent là-bas? La moyenne de séjour, je vous dirais, c'est entre 6 mois et 8 mois environ. Okay, donc, quand même, un bon bout de temps où les jeunes peuvent apprendre à se débrouiller eux-mêmes. Tout à fait. On a 15 chambres, puis il y a environ là, une occupation à 90% par mois d'habitude des chambres qui sont occupées. C'est très bien. Puis là, présentement, comme il n'y a pas le volet scolaire ici à Buckingham, est-ce que les jeunes de Buckingham se rendent dans d'autres ressources? On a eu 2 jeunes qui fréquentent présentement un volet de pré-employabilité pour les jeunes qui ne fonctionnaient pas ici là, dans leur commission scolaire. Malheureusement, on ne peut pas en desservir plus parce que le programme se donne à Hull. Ne serait-ce qu'au niveau du transport, c'est difficile.
Mais quand même, ici à Buckingham, ça continue d'exister, de survivre. Qu'est-ce qui se passe dans vos locaux ici? On a décidé de garder le local, ne serait-ce que pour continuer notre entente de service avec les Centres jeunesse de l'Outaouais, d'offrir des visites supervisées à des familles, là, dans le fond, qui ne peuvent pas avoir des contacts avec leurs enfants sans avoir une supervision d'un adulte extérieur. Puis on utilise aussi le local pour faire des activités avec nos autres volets. On vient faire souvent des ateliers cuisine ici. Oui, d'ailleurs, on ne le sent pas à la caméra, mais ça sent le bacon ici. En effet. Donc, merci beaucoup, Mme Castonguay, pour toutes ces informations. Puis, je vous souhaite bon succès avec Vallée Jeunesse. Merci. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Annie Castonguay pour la chronique communautaire. Maintenant, l'heure du culturel avec Daniel Lafortune. Daniel, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Tu as été voir un film cet après-midi, le film Un week-end à Paris. Oui, je voudrais vous parler de deux films. En fait, le premier, Un week-end à Paris, c'est l'histoire d'un couple. Ça fait plus de 30 ans de mariage. C'est un couple qui bat de l'aile, mais il décide de quitter Londres par le train qui fait la navette entre Londres et Paris, de venir passer un week-end à Paris. Et bien, pour célébrer cet magnifique anniversaire, et dès le début, on sent que ça va être un peu confus parce que Meg, la femme, ne se contentera pas de ce petit hôtel de 2 étoiles, rue des Abbesses, en Montmartre. Elle veut le chic et le plus ultra. Eh bien, son cœur, Nick, va lui offrir tout ce qu'il peut pour la reconquérir d'une certaine manière. Eh bien, on s'en va loger rue de Rivoli pour, évidemment, être dans la luxure. Et on dépense et on dépense. C'est un week-end qui est très coûteux. Et le couple va continuer à vivre après ce week-end-là, après avoir rencontré un ancien confrère de l'Université de Cambridge, de Nick, le mari. C'est un film pour les gens d'un certain âge, puisque ce couple-là a, je dirais, plus de 65 ans, 65-70 ans. C'est très bien interprété par les 2 acteurs principaux, qui sont Lindsay Duncan pour la femme et Nick, joué par Jim Broadbent, que l'on a vu très souvent au cinéma. C'est un acteur fétiche du cinéma anglais. C'est un film britannique, j'ai omis de le dire, là. Le réalisateur Roger Michell a réussi quand même à nous donner un bon film, mais sans plus, il y a certaines longueurs. Moi, j'ai donné la note de 6 sur 10. C'est quand même bien, c'est la note de passage. Le second film dont tu veux nous parler, Casse-tête chinois. Oui, c'est un film que j'ai vu l'an dernier à Angoulême, qui était présenté en clôture du Festival du film de l'Outaouais cette année et qui va prendre l'affiche ce week-end, Casse-tête chinois. Alors, il y a 15 ans, on avait vu ce beau film, L'Auberge espagnole, qui nous avait été présenté avec le jeune Romain Duris et Audrey Tautou, entre autres, et Cécile de France, ainsi que l'actrice anglaise Kelly Riley, qui se retrouvait à l'Université de Barcelone. Il y a 10 ans, on les a retrouvés, ces mêmes personnages-là, dans Les Poupées russes. En fait, c'est le 3e volet de ces personnages-là. Et là, on a mis vraiment l'accent sur Xavier, qui, lui, mettant 2 enfants, se retrouve, casse-tête chinois, ça se passe à Paris, mais ça se passe surtout à New York. Et à New York, bon, il va être, je dirais, entretenu, puis en même temps, il va imploser dans le milieu de New York, entre autres, casse-tête chinois, dans le Chinatown de New York. Donc, avec 2 enfants, il est marié à une Chinoise, il retrouve ses anciens copains de l'Auberge espagnole, il y a un méli-mélo, mais c'est comique et il y a des images splendides de Paris et aussi de New York. Ces enfants qui vivent, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font la navette entre Paris et New York, il faut le dire, tous les semestres, toutes les périodes de vacances. C'est un film où il y a de l'humour, il y a un beau regard sur New York
Et moi, j'ai apprécié ce troisième volet de ces personnages-là. J'ai accordé la note de 7 sur 10. C'est parfait, c'est à voir. On passe du cinéma au culturel, proprement dit, la Maison de la Culture et les spectacles à venir. Bon, avant de vous présenter les spectacles à venir pour la semaine prochaine, j'aimerais vous dire que c'est une des meilleures salles au Québec. Budget de 5,2 millions, avec un surplus budgétaire de 301 000 $, il faut le faire. Plus de 80 de sièges comblés lors des spectacles? Non, des spectacles de théâtre. Okay. Et puis, 15 spectacles qui ont été présentés à guichet fermé durant la dernière année. Donc, c'est une belle, bonne, et c'est une salle qui est, je pense, qui est justifiée et qui est occupée pour la culture dans Gatineau. Alors, chapeau aux gens de la Maison de la Culture, vous avez investi et ça vaut la peine parce que les gens de Gatineau vous le rendent. Alors, les spectacles la semaine prochaine, mardi le 29, pour ceux qui ont écouté La Voix, eh bien, un des coachs, si vous m'acceptez au niveau de l'anglicisme, Éric Lapointe avec Mon Ange sera de retour à la salle Odyssée. Et puis, ben, un ami Éric Lapointe qui vient, pas le lendemain, mais le surlendemain, c'est Dan Bigra qui sera en spectacle le jeudi 1er. Et finalement, le dernier spectacle de théâtre de l'année, Enfantillage, qui est mis en scène par Frédéric Blanchette, une compagnie, la compagnie Le Petit Théâtre du Nord, pour faire référence au Petit Train du Nord. C'est une petite compagnie, mais qui nous avait présenté il y a une dizaine d'années un magnifique spectacle dont la Société des loisirs. Donc, Blanchette revient avec des acteurs qui sont moins connus, mais dans une synergie qui touche à l'enfantillage. C'est donc Enfantillage le titre, à partir des personnages de Star Wars. Donc, c'est à l'affiche la semaine prochaine, le 2 et le 3 mai. Excellent, Dan. Merci beaucoup. Tu nous donnes le goût d'aller au cinéma, le goût de découvrir tous ces films-là et surtout les pièces de théâtre. Je me promets d'y aller. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à m'écrire via nouvelle avec un s @tvc.qc.ca. Si vous avez des idées de reportages, des suggestions de nouvelles ou encore des suggestions pour les chroniqueurs, qu'ils soient culturels ou sportifs, nouvelle avec un s @tvc.qc.ca. Je vous souhaite une bonne soirée sur nos ondes. Nous, on se retrouve jeudi. Merci beaucoup.